Quand quelqu'un te manque de respect, tu n'as pas besoin de te rabaisser pour montrer ta force. La véritable force se mesure à la façon dont tu contrôles ce que tu ressens, pas à la façon dont tu rends le coup. Le respect ne se réclame pas en criant ni en discutant, il se projette calmement, avec présence, avec maîtrise de soi. Chaque fois que tu réagis impulsivement, tu donnes le pouvoir à l'autre. Chaque fois que tu réponds avec sagesse, tu le récupères. Cette vidéo est pour ceux qui ont déjà compris que tout ne mérite pas une réponse, que la provocation n'est pas un champ de bataille, mais un test de maîtrise de soi. Ici, il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais de les diriger, de transformer l'impulsion en stratégie, la colère en clarté et l'orgueil en équilibre. Parce que celui qui maîtrise son esprit n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Sa seule sérénité impose déjà le respect. Tout au long de ce chemin, tu découvriras des attitudes qui peuvent être pratiquées dans la vie réelle, même les jours où la patience semble s'épuiser. Du regard qui désarme l'irrespectueux au silence qui coupe plus que n'importe quel mot. De la décision de ne pas expliquer tes motivations à la distance qui préserve ta paix. Cette vidéo ne cherche pas à ce que tu changes les autres, mais à ce que tu deviennes quelqu'un que personne ne peut déstabiliser. Le véritable respect ne se demande ni ne se négocie. Il se reflète dans ton comportement. Et c'est ce que tu apprendras ici. Comment répondre avec sagesse quand le monde essaie de te provoquer? Comment rester calme alors que les autres perdent la leur? Et comment projeter une autorité silencieuse que personne ne peut briser? 1. Regarde calmement. La plupart des gens ne savent pas regarder. Ils observent seulement ce qui leur convient, réagissent à ce qui les blesse et deviennent aveugles lorsque l'orgueil prend le contrôle. Mais quand tu apprends à regarder calmement, tu te rends compte de quelque chose de puissant. Toute attaque ne mérite pas une réponse et toute provocation ne mérite pas d'attention. Le regard tranquille n'est pas un signe de faiblesse, mais de maîtrise. C'est le geste de celui qui a suffisamment de contrôle sur lui-même pour ne pas se laisser entraîner par le chaos de l'autre. Quand quelqu'un te manque de respect, son intention n'est pas de dialoguer, c'est de te déstabiliser. Il cherche à toucher ton ego, à te voler ta composture, à te faire tomber sur le terrain émotionnel où il a l'avantage. Mais si tu le regardes avec sérénité, si tes yeux restent fermes, sans colère ni peur, tu désarmes sa stratégie. Parce que le calme déconcerte. Celui qui attendait une contre-attaque se retrouve face à un mur de quiétude. Et dans ce silence visuel, tu conserves ce que l'autre perd, le contrôle. Le regard tranquille ne cherche pas à s'imposer, il cherche à comprendre. Il comprend que celui qui agresse, au fond, révèle sa faiblesse. Personne en paix n'a besoin de dénigrer les autres. Personne qui se sent fort n'a besoin de crier pour être entendu. C'est pourquoi regarder calmement est un acte d'intelligence émotionnelle. Il te permet de voir au-delà de l'insulte et de détecter l'insécurité qui l'a provoquée. C'est alors que tu apprends à ne rien prendre personnellement. Non pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu comprends que le problème n'est pas en toi. Cette attitude s'entraîne. Elle n'apparaît pas du jour au lendemain. La prochaine fois que quelqu'un te provoque, ne réponds pas immédiatement. Respire, lève les yeux et regarde-le avec ce calme que seuls ceux qui ne cherchent plus à avoir raison possèdent. Que tes yeux transmettent quelque chose de plus fort que n'importe quel mot. Tu ne me contrôles pas. C'est la vraie victoire. Tu n'as pas besoin de prouver ta supériorité, juste ta stabilité. Avec le temps, tu remarqueras que les disputes perdent de leur sens. Que les personnes qui t'irritaient auparavant te semblent maintenant prévisibles. Le regard calme te transforme en observateur plutôt qu'en participant au conflit. Il te donne du temps pour analyser, pour réfléchir, pour agir à partir de la conscience et non de l'impulsion. C'est une barrière invisible qui protège ton énergie et en même temps un signal clair pour le monde. Je ne te prête pas ma paix. Le pratiquer change la façon dont tu affrontes la vie, parce que quand tu apprends à regarder calmement, tu apprends aussi à vivre avec elle. La sérénité devient ton bouclier, l'observation ton arme, et le respect ton reflet naturel. Celui qui maîtrise son regard maîtrise son esprit, et celui qui maîtrise son esprit a déjà gagné. Non pas parce que l'autre a perdu, mais parce que tu n'as plus besoin de gagner pour te sentir en paix.
2. Parle avec le silence. Le silence a un pouvoir que peu de gens comprennent. Dans une société qui crie pour être entendue, se taire est devenu un acte révolutionnaire. Parler avec le silence ne signifie pas se réprimer, cela signifie choisir quand ta voix vaut la peine et quand le bruit ne fait qu'épuiser ton énergie. Lorsque quelqu'un essaie de te provoquer, le silence n'est pas de la soumission, c'est une stratégie. Parce qu'à ce moment-là, pendant que l'autre gaspille son contrôle, tu conserves le tien intact. Celui qui maîtrise le silence n'a pas besoin de hausser la voix. Son calme parle pour lui. Son regard, sa posture, sa respiration lente, tout communique une force que l'agresseur ne peut pas comprendre. Le silence déstabilise car il laisse l'autre seul avec son propre écho. Sans contrepoids, ses paroles tombent à terre sans effet. Ce qu'il espérait être une guerre verbale devient une scène inconfortable où seul l'un se décompose, celui qui ne savait pas se taire. Il y a des moments où la meilleure réponse n'est pas une phrase parfaite, mais une absence de celle-ci. Le silence sage ne cherche pas à avoir le dernier mot, il cherche à maintenir le dernier calme. Parce que lorsque tu entres dans la dynamique de te justifier ou de te défendre contre quelqu'un qui n'écoute pas, tu perds. Personne ne gagne en discutant avec quelqu'un qui veut juste avoir raison. C'est pourquoi les stoïciens disaient que le sage parle peu, et quand il le fait pour construire, pas pour détruire. Pratiquer le silence n'est pas facile. L'esprit veut répondre, veut t'attaquer, veut prouver que tu n'es pas faible. Mais c'est justement là que se trouve la leçon. L'impulsion de répondre est un piège de l'ego. Le silence est le rappel que tu n'as rien à prouver. Tu es le maître de tes mots parce que tu sais quand les utiliser et quand les garder. Cela ne fait pas de toi un lâche, cela fait de toi une personne sélective. Quand tu apprends à parler avec le silence, tu changes le rythme de l'affrontement. L'autre attend une réaction, une réplique, une insulte, quelque chose qui confirme son pouvoir sur toi. Mais tout ce qu'il reçoit, c'est ton calme, et cela le désarme. À ce moment-là, tu comprends que le respect ne s'impose pas par la force, mais par la présence. Parce que le silence ferme ne se sent pas vide, il se sent solide. Imagine une dispute. Deux personnes élèvent le ton. Les mots se croisent comme des flèches. Soudain, l'une d'elles se tait, non pas par peur, mais parce qu'elle a décidé de ne plus jouer. L'atmosphère change. L'autre reste exposé, révélant son manque de contrôle. C'est ce que fait le silence. Il reflète le déséquilibre de l'autre et réaffirme le tien. C'est une façon de dire, sans le dire, je ne vais pas entrer dans ton chaos. Le silence ne sert pas seulement à te protéger des autres, il te permet aussi de t'écouter. Dans ces secondes où tu décides de ne pas parler, tu écoutes ta respiration, ton pouls, ta pensée. Et là, tu découvres ce qui compte vraiment. Pas l'offense, pas la provocation, mais ta capacité à rester centré. C'est la différence entre réagir comme n'importe qui et répondre comme quelqu'un qui se connaît. Le silence n'a pas besoin d'applaudissements ni de témoins. Sa force réside dans son invisibilité. Alors que les autres s'épuisent à essayer de s'imposer, tu te renforces sans bouger un muscle. C'est ça, parler avec le silence. Communiquer depuis la tempérance, enseigner sans corriger, s'imposer sans dominer. Souviens-toi de ceci. Celui qui te crie dessus cherche ton attention, pas ta réponse. Si tu lui donnes du silence, tu lui refuses ce qu'il désire le plus, ton énergie. Et là, tu gagnes. Parce que celui qui sait se taire au bon moment démontre que tout le monde ne mérite pas sa voix. 3. Explique-moi. Le besoin d'expliquer tout est l'une des formes les plus subtiles de faiblesse. Chaque fois que tu justifies tes décisions devant quelqu'un qui ne les apprécie pas, tu cèdes une partie de ton pouvoir. Trop expliquer, c'est vouloir convaincre celui qui a déjà décidé de ne pas te comprendre. C'est chercher l'approbation là où elle n'existe pas. Et dans cette tentative désespérée de démontrer tes raisons, tu finis par diluer ta force. Celui qui sait qui il est n'a pas besoin d'expliquer chaque pas qu'il fait. Il agit simplement, et ses résultats parlent pour lui. Nous vivons à une époque où tout le monde veut donner son avis, surtout, même sur ta vie. On te dit ce que tu devrais faire, comment tu devrais te sentir, pourquoi tes choix ne sont pas les bons.
Mais il y a quelque chose qui distingue un esprit fort d'un esprit dépendant. La capacité de garder le silence lorsque le monde exige une justification. Tu ne dois pas d'explication à celui qui n'est pas prêt à écouter avec respect. Ta tranquillité n'a pas besoin de défense. Expliquer moins n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autocontrôle. C'est savoir que ton énergie est limitée et qu'il ne vaut pas la peine de la gaspiller en essayant de convaincre celui qui veut seulement débattre par ego. Chaque explication que tu donnes à une personne fermée est une reddition déguisée en gentillesse. La prochaine fois que tu ressens le besoin de te justifier, fais une pause. Demande-toi si cette explication naît du désir de partager ou de la peur d'être mal interprétée. Si c'est la deuxième option, garde le silence. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne. Le stoïcisme enseigne que ce que tu contrôles, c'est ton intention, pas l'interprétation des autres. Tu peux parler clairement, agir de manière cohérente, mais tu ne peux jamais contrôler comment les autres recevront tes mots. Certains ne cherchent qu'à trouver des défauts, d'autres cherchent à te blesser sous le déguisement de l'intérêt. C'est pourquoi expliquer moins n'est pas un détachement émotionnel. C'est une protection psychologique. C'est choisir de prendre soin de ton esprit plutôt que de satisfaire la curiosité des autres. Lorsque quelqu'un te questionne avec sarcasme, avec un ton moqueur ou avec mépris, regarde-le calmement et réponds avec l'essentiel. Si on te demande pourquoi tu t'es éloigné, dis simplement « Cela ne me fait pas de bien ». Si on te demande des raisons pour tes limites, réponds « J'en ai besoin ». Bref, ferme, réel. Ne nourris pas les discussions avec des discours. La clarté tranche plus que 1000 arguments. Et lorsque tu apprends à le faire, tu découvres que les gens commencent à te prendre au sérieux, non pas parce que tu expliques plus, mais parce que tu parles moins. Chaque explication inutile ouvre la voie à la manipulation. Celui qui cherche à te dominer le fait à travers tes mots. Plus tu parles, plus tu donnes d'informations sur ce qui t'affecte, ce que tu crains, ce qui t'importe. C'est pourquoi le sage mesure ses mots comme un guerrier mesure sa respiration avant un coup. Il ne réagit pas, il répond. Il ne se justifie pas, il se maintient. Apprendre à expliquer moins n'est pas seulement une compétence sociale, c'est une façon de vivre. Cela te libère du poids des opinions et t'ancre dans ton authenticité. Tu commences à agir par conviction, non par validation. Et avec le temps, tu remarques quelque chose de curieux. Plus tu expliques moins, plus ta parole est respectée. Ta cohérence devient ton argument. Tes limites deviennent ta réponse. Alors laisse les autres penser ce qu'ils veulent. Tu n'es pas ici pour éclaircir chaque malentendu, ni pour convaincre celui qui ne veut pas comprendre. Tu es ici pour vivre avec un but, avec calme, avec fermeté. Le respect que tu cherches ne viendra pas de tes explications, il viendra de ton comportement. Et quand tu y parviens, tu comprends que la véritable force ne réside pas dans le fait de dire plus, mais dans le fait de savoir quand il n'est plus nécessaire de dire quoi que ce soit. 4. Éloigne-toi sans culpabilité. Il y a des moments où rester est une forme d'autodestruction. Rester dans des endroits où tu n'es pas respecté, où ta paix s'érode petit à petit, est une façon silencieuse de te perdre. S'éloigner ne signifie pas toujours abandonner. Parfois, c'est la décision la plus courageuse que tu peux prendre. Mais beaucoup ne le font pas, non pas par manque de force, mais par culpabilité. Ils pensent que partir les rend égoïstes, alors qu'en réalité cela les libère. S'éloigner sans culpabilité, c'est comprendre que tu n'as pas l'obligation de tout supporter. Tu n'es pas responsable de guérir ce que l'autre ne veut pas changer, ni de maintenir des liens qui se nourrissent de ton épuisement. C'est une attitude qui naît de l'amour de soi, pas de l'orgueil. Cela signifie reconnaître que ta paix vaut plus que l'habitude, que ta dignité n'est pas négociable et que ton énergie ne peut plus être drainée par ceux qui ne savent pas en prendre soin. Le stoïcisme enseigne que la vertu est de vivre en accord avec la nature, et cela inclut de s'éloigner de ce qui te rend malade. La vie n'est pas une résistance infinie, c'est un équilibre. Et une partie de cet équilibre consiste à savoir quand se retirer. Pas avec ressentiment, mais avec sérénité.
pas avec haine, mais avec lucidité. S'éloigner calmement est une démonstration de pouvoir intérieur, car cela montre que tu ne cherches plus à gagner, mais à conserver ton centre. Lorsque tu décides de le faire, l'environnement réagit. Certains te blâmeront, d'autres te traiteront de froid, ils pourront même te faire sentir que tu abandonnes. Mais cela ne doit pas te troubler. La culpabilité qu'ils essaient de t'imposer n'est pas la tienne. C'est le reflet de leur malaise face à ta liberté. Les gens qui bénéficient de ta présence célèbrent rarement ta distance. C'est pourquoi tu dois apprendre à fermer des portes sans remords, sachant que celui qui te valorise vraiment ne t'oblige pas à rester à tes dépens. S'éloigner sans culpabilité implique aussi le silence. Tu n'as pas besoin de l'annoncer, ni de le justifier, ni de le dramatiser. Agisse simplement. Fais un pas en arrière et observe comment l'énergie commence à s'organiser. Parce que lorsque tu te retires de ce qui ne te valorise pas, l'univers interprète ce mouvement comme un signe de respect envers toi-même. Et lorsque tu te respectes, la vie commence à le faire aussi. Ne confonds pas la paix avec la fuite. La paix se construit à partir de la clarté. La fuite à partir de la peur. S'éloigner sans culpabilité n'est pas fuir, c'est choisir. C'est regarder une situation avec froideur et dire « il n'y a plus de croissance ici ». Et cette phrase, bien qu'elle fasse mal, te redonne le contrôle. Parce que personne ne peut te forcer à rester là où tu ne te sens plus libre. Avec le temps, tu comprendras que l'acte de t'éloigner n'élimine pas ce que tu as vécu. Il t'apprend simplement à lâcher prise sans rancune. Tu apprends que toutes les batailles ne méritent pas d'être menées et que la dignité n'est pas criarde, elle agit. Tu te rends compte que la véritable maturité n'est pas de tout résister, mais de savoir quand une étape est terminée. Et quand tu y arrives, quelque chose change en toi. Tu ne te sens plus lourd à la fin des cycles, tu te sens soulagé. Alors, si tu sens que tu soutiens l'insoutenable, lâche prise. N'attends pas l'approbation de personne. Celui qui comprend ta distance te respecte. Celui qui ne le fait pas te révèle sa véritable place dans ta vie. Marche calmement, sans regarder en arrière, car celui qui part sans culpabilité ne perd pas, il se récupère. Et ce retour à toi-même vaut plus que toute excuse tardive ou affection conditionnelle. S'éloigner sans culpabilité est le début de ta liberté émotionnelle. 5. Garde ta posture. Quand le respect est mis à l'épreuve, la posture dit tout. Tu n'as pas besoin de crier pour imposer ta présence, ni de céder pour maintenir la paix. Garder ta posture n'est pas de la rigidité, c'est de la cohérence. C'est te soutenir même lorsque l'environnement cherche à te plier. C'est ce point où le calme devient pouvoir, où ton silence se transforme en une déclaration qui dit « Tu ne vas pas me sortir de mon centre ». Dans les moments de tension, la plupart se brisent en cherchant l'approbation ou se perturbent en cherchant le contrôle. Mais la véritable force se démontre lorsque tu peux rester debout au milieu du chaos, sans perdre ta contenance ni ta direction. Cette posture physique et mentale non seulement protège ta dignité, mais communique aussi une vérité profonde. Rien d'extérieur ne peut te dominer si tu ne le permets pas. Le corps ferme, le regard serein et le ton posé envoient un message clair. Tu décides comment agir, pas les émotions de l'autre. Le stoïcisme enseignait que le caractère se forge dans la résistance, pas dans le confort. Et garder ta posture, c'est exactement cela, résister sans ressentir. Il ne s'agit pas de durcir, mais de maintenir ton équilibre. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, il le fait pour te tirer à son niveau. Si tu réagis avec colère, il réussit. Si tu restes stable, il se désarme. Parce qu'il n'y a rien de plus déconcertant qu'une personne qui ne perd pas son axe, même quand tout autour d'elle essaie de le briser. Imagine une dispute où l'autre élève la voix, croise les bras, lance des accusations. Toi, en revanche, tu restes ferme, non par fierté mais par contrôle. Tu ne recules pas, tu ne t'agites pas, tu n'expliques pas trop. Tu te tiens simplement. Cette posture ne cherche pas à s'imposer, elle cherche à se préserver. Et c'est ce qui fait la différence entre celui qui vit sur la défensive et celui qui vit avec un but. Garder la posture signifie aussi ne pas te trahir pour plaire. Souvent, nous cédons dans ce que nous croyons juste pour éviter le conflit. Mais chaque fois que tu le fais, tu te fragmentes un peu plus. La cohérence est une forme de respect de soi.
Si tu sais que quelque chose ne va pas, ne l'accepte pas juste pour maintenir l'harmonie. La paix qui s'achète avec soumission finit toujours par ressentiment. Il vaut mieux un silence inconfortable qu'une concession qui te fait te sentir petit. Ne confonds pas garder la posture avec être inflexible. La fermeté n'exclut pas l'empathie. Tu peux écouter, comprendre et te maintenir en même temps. La clé est de ne pas perdre ton centre émotionnel. Quand tes décisions sont alignées avec tes valeurs, la posture se soutient toute seule. Tu n'as pas à feindre la force, parce que la force vient de la conviction. Et quand tu vis avec conviction, tu n'as pas besoin de défendre ta position à chaque fois. La cohérence parle pour toi. Dans les moments les plus difficiles, ta posture est la seule chose qui te reste. Quand les mots échouent et les liens s'usent, la façon dont tu te tiens debout définit ton essence. Peu importe ce qu'ils disent, ce qu'ils essaient ou ce que tu perds dans le processus. Ce qui compte vraiment, c'est de ne pas te perdre toi-même. Garde ta posture même quand le sol tremble, parce que cette fermeté ne te soutient pas seulement devant les autres. Elle te rappelle aussi qui tu es. Et quand quelqu'un voit que tu ne te plies pas, que ton calme n'est pas une faiblesse mais une discipline, il comprendra qu'on ne joue pas avec toi. Le respect que tu mérites ne se mendie pas. Il se projette. Et la meilleure façon de le projeter est de rester debout, en paix, la tête haute et la conscience claire. 6. Protège ta paix. Il y a des gens qui ne cherchent pas à comprendre. Ils cherchent à provoquer une réaction. Ils te provoquent, te poussent à bout. Ils lancent des mots calculés pour que tu exploses. Et là, juste quand tu tombes dans leur jeu, ils gagnent. Parce que tu perds ce que tu as de plus précieux, ta paix. Ce n'est pas la situation qui te détruit, mais la façon dont tu décides de l'affronter. Protéger ta paix n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour survivre émotionnellement dans un monde où tout te pousse à réagir. La paix ne se défend pas avec des cris ou des arguments, elle se défend avec des limites. Ces limites qui ne sont pas toujours annoncées, mais qui se font sentir. C'est cette décision silencieuse de ne pas répondre à ce qui ne mérite pas de réponse. De ne pas participer à des conversations vides, de ne pas entrer dans des batailles où la victoire signifie seulement l'épuisement. Apprendre à protéger ta paix est un art, et comme tout art, il nécessite de la discipline. Le stoïcisme enseigne que rien d'extérieur ne peut nuire à ton esprit si tu ne le permets pas. Et c'est ça, protéger ta paix, prendre soin de l'espace où habite ton esprit. Les gens peuvent parler, critiquer, se moquer ou essayer de te manipuler. Mais si tu ne leur donnes pas accès à ta tranquillité, ils ne peuvent pas te toucher. Tu ne contrôles pas ce que font les autres, mais tu contrôles comment cela t'affecte. Chaque provocation est une invitation au chaos, et ta tâche est de décider si tu acceptes ou non. Protéger ta paix signifie aussi renoncer au rôle de sauveur. Tu ne peux pas tout arranger, tu ne peux pas porter les émotions de tout le monde. Il y a ceux qui préfèrent le drame, parce qu'il leur donne un sens. Et si tu t'approches trop, tu finiras par vivre dans leur tempête. Garder ta distance n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'hygiène émotionnelle. C'est savoir quand offrir de l'aide et quand te retirer pour ne pas te perdre. Il n'est pas nécessaire que tout le monde comprenne tes décisions. Il y aura ceux qui diront que tu as changé, que tu es devenu froid ou distant. Laisse-les parler. Celui qui vit dans le désordre critiquera toujours celui qui choisit la tranquillité. Mais la vérité est que protéger ta paix ne te rend pas moins humain, cela te rend plus sage. Parce que tu as appris qu'on ne peut rien construire de stable à partir du déséquilibre. Il y a des batailles qui se gagnent non pas en luttant, mais en s'éloignant. Apprendre à ne pas répondre à chaque provocation est l'un des signes les plus clairs de maturité émotionnelle. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que le conflit, tu renforces ton esprit. Chaque fois que tu te retires sans ressentiment, tu montres au monde que tu n'es pas disponible pour sa toxicité. C'est la vraie victoire. Rester en paix quand tout autour essaie de te perturber. Protéger ta paix implique aussi de revoir ce que tu consommes, avec qui tu parles, ce que tu tolères. Ton environnement façonne ton esprit plus que tu ne l'imagines. Si tu t'entoures de bruit, tu finis par penser au bruit. C'est pourquoi choisis consciemment tes environnements, tes conversations, tes liens. La paix ne se trouve pas, elle se cultive. Et pour la cultiver, tu dois être sélectif.
Souviens-toi de ceci. Le calme n'est pas l'absence de bruit, c'est la capacité de rester serein au milieu de celui-ci. Et quand tu arrives à ce point, rien d'extérieur ne peut te briser. Tu deviens quelqu'un d'imprévisible, impossible à manipuler. Parce que celui qui maîtrise sa paix, maîtrise sa vie. Alors ne te sens pas coupable de poser des limites, de garder le silence ou de t'éloigner. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'auto-soin. Protéger ta paix, c'est protéger ton esprit, ton énergie et ton équilibre. Et celui qui parvient à les maintenir intacts, même au milieu du chaos, a atteint une forme de pouvoir que peu comprennent et que personne ne peut lui enlever. 7. Maîtrise ton esprit. Ton plus grand ennemi n'est pas celui qui t'offense, mais ce que ton esprit fait de cette offense. Les paroles des autres peuvent être dures, mais ce qui te blesse vraiment, c'est la façon dont tu les interprètes. Lorsque tu laisses ton esprit courir librement, imaginer, répéter, déformer, tu perds le contrôle. L'insulte est déjà passée, mais tu continues à la revivre encore et encore. Maîtriser l'esprit ne signifie pas l'éteindre, mais lui apprendre à ne pas réagir à tout. C'est l'art de garder le gouvernail ferme lorsque les émotions veulent faire échouer le navire. Chaque fois que quelqu'un essaie de te manquer de respect, ton esprit s'active comme un champ de bataille. La fierté crie, réponds-lui. L'ego exige, ne te laisse pas faire. Mais l'âme, si tu l'écoutes, murmure, ne tombe pas. La maîtrise mentale commence à cet instant. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de le diriger. La colère peut être une force utile si tu sais comment la canaliser. Mais si tu la laisses prendre le dessus, elle devient un saboteur. L'esprit indiscipliné réagit, l'esprit entraîné choisit. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas les faits, seulement tes jugements sur eux. Et c'est là la liberté que peu de gens comprennent. Tu peux vivre dans un environnement plein de provocations et rester maître de toi-même. Ce qui te brise n'est pas ce qui se passe, mais l'histoire que tu te racontes à propos de ce qui se passe. Si tu te répètes « il m'a manqué de respect », tu ressentiras de la colère. Si tu te dis « il m'a montré son niveau », tu te sentiras puissant. Les mots que tu choisis pour penser sont ceux qui définissent ton état intérieur. Maîtriser l'esprit ne se fait pas en lisant des phrases motivantes, mais en pratiquant. Commence par des petites choses. Quand quelque chose te dérange, ne réagis pas immédiatement, respire. Observe comment ta pensée s'accélère. Regarde-la comme si elle n'était pas la tienne. Demande-toi, cela vaut-il mon énergie? Dans la plupart des cas, la réponse sera non. À ce moment-là, le pouvoir revient à toi. Tu n'es plus la victime de tes impulsions, tu es le commandant de ton intérieur. Contrôler l'esprit signifie aussi arrêter de nourrir des pensées inutiles. Plus tu penses à l'offense, plus tu la renforces. Plus tu en parles, plus tu lui donnes de l'espace. Les gens forts n'ignorent pas ce qu'ils ressentent, mais ils ne lui donnent pas non plus un autel. Ils l'analysent, le comprennent et le lâchent. Parce que la véritable maîtrise ne se voit pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu décides de ne pas faire. Lorsque tu réussis à maîtriser ton esprit, le respect des autres cesse d'être essentiel. Tu ne dépends plus de la façon dont on te traite pour maintenir ton équilibre. Si quelqu'un t'admire, tu remercies. Si quelqu'un t'insulte, tu souris. Non pas parce que tu es insensible, mais parce que tu sais qu'aucun mot ne définit qui tu es. Tu as cessé de vivre comme une marionnette des émotions et tu deviens l'observateur qui dirige son propre scénario. Ne t'attends pas à ce que ce contrôle arrive rapidement. C'est une bataille quotidienne contre les pensées automatiques, les vieilles blessures et les désirs de vengeance. Mais chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la réaction, tu gagnes du terrain. Chaque fois que tu décides de penser avant de parler, tu renforces ta force intérieure. Et vient un jour où rien de l'extérieur ne parvient à perturber ta paix. Maîtriser ton esprit est la forme la plus élevée de respect de soi. Parce que lorsque tu contrôles ce que tu penses, tu contrôles comment tu vis. Le monde peut être bruyant, les gens peuvent être cruels, mais tu restes maître de toi-même. C'est la véritable liberté, quand rien ni personne n'a de pouvoir sur ta tranquillité intérieure. Et celui qui atteint cela n'a pas besoin de le prouver. Sa seule présence irradie déjà une autorité silencieuse. Oui, sois l'exemple du respect. Il n'y a pas de manière plus puissante d'enseigner le respect que de l'incarner. Celui qui crie pour l'imposer ne l'a pas.
Celui qui exige de l'attention la perd. Mais celui qui agit avec dignité inspire sans effort. Être l'exemple du respect ne consiste pas à corriger les autres, mais à devenir un rappel silencieux de la manière dont une personne qui se respecte elle-même doit se comporter. C'est marcher avec tempérance même lorsque l'environnement est plein de provocations. C'est garder son calme lorsque tout le monde perd le contrôle. Le respect n'est pas un masque que tu mets devant les autres, c'est une cohérence entre ce que tu penses, ressens et fais. Quand tu vis avec cette cohérence, les gens le perçoivent. Tu n'as pas besoin de le dire. Tes limites se remarquent, ta sérénité se ressent, ton énergie s'impose. Non pas parce que tu cherches à dominer, mais parce que tu projettes l'équilibre. C'est la différence entre celui qui cherche le respect et celui qui l'incarne. L'un l'exige, l'autre l'émane. Être l'exemple du respect implique aussi d'avoir le courage de ne pas te rabaisser à celui qui t'offense. Si quelqu'un t'insulte, tu n'as pas besoin de répondre de la même manière. Au contraire, ton calme le désarme, ta maturité l'expose. Celui qui reste calme face au manque de respect démontre une supériorité qui n'a pas besoin d'être dite. Je ne parle pas de se sentir supérieur à quiconque. Je parle d'être à un niveau différent de conscience. Celui qui maîtrise son caractère n'a pas besoin de gagner des discussions, car il a déjà gagné en se contrôlant. Dans un monde où tout le monde réagit, tu choisis de répondre avec présence. Et cela, bien que cela puisse sembler simple, est un acte de rébellion. La société t'enseigne que la force se démontre en rendant coup pour coup, mais la véritable force se démontre lorsque tu peux rester calme, regarder dans les yeux celui qui essaie de te briser, et rester toi-même. Ce contrôle est du pouvoir pur. Pas le pouvoir qui écrase, mais celui qui inspire le respect naturel. Être l'exemple du respect signifie aussi traiter les autres avec la même dignité que tu exiges. Ne tombe pas dans l'arrogance de croire que le calme te rend supérieur. Le véritable respect s'étend même à ceux qui ne le comprennent pas. Il ne s'agit pas de justifier le manque d'éducation, mais de ne pas te contaminer avec. Quelqu'un avec le contrôle émotionnel ne cherche pas la vengeance, il cherche l'équilibre. Si l'autre agit avec arrogance, tu agis avec fermeté. Si l'autre blesse, tu marques la distance. C'est du respect pour toi et pour l'autre. Souviens-toi, les gens ne suivent pas les discours, ils suivent les exemples. Tu peux parler de sérénité toute la journée, mais si tu perds le contrôle au premier commentaire offensif, ton message se dissipe. En revanche, lorsque tu agis avec calme, même tes détracteurs se taisent. Parce que personne ne peut discuter avec quelqu'un qui ne répond pas depuis son ego. Ce silence dérange, mais il enseigne aussi. C'est un miroir qui oblige les autres à se confronter à leur propre désordre interne. Avec le temps, tu verras que le respect que tu projettes transforme ton environnement. Les gens commencent à mesurer leurs mots avec toi, non pas parce que tu les menaces, mais parce que ta présence exige de la considération. Non pas par peur, mais par reconnaissance. Et c'est là le secret. Le respect ne se demande pas. Il se gagne lorsque tu démontres que tu es capable de maintenir ta paix même face à la provocation. Être l'exemple du respect, c'est devenir un phare au milieu du bruit. Alors que les autres perdent la tête, tu gardes le contrôle. Alors que les autres cherchent à avoir raison, tu choisis d'avoir la paix. Et lorsque tu vis ainsi, tu deviens un point d'équilibre pour ceux qui t'entourent. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu maîtrises l'art le plus difficile de tous, rester fidèle à toi-même. Peu importe comment on te traite, c'est le respect le plus élevé qui existe. Nous avons tous quelqu'un qui essaie de nous mettre à l'épreuve. Cette personne qui sait exactement quoi dire pour vous déranger, qui prend plaisir à voir comment vous vous agitez, qui cherche de l'attention en déguisant son insécurité en supériorité. Il n'est pas nécessaire de chercher très loin. Cela peut être un patron, un membre de la famille, un ami ou même un inconnu dans la rue. Le point n'est pas qui c'est, mais comment vous répondez. Parce que c'est là que se mesure votre véritable force. Le stoïcisme enseigne que la force n'est pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de la seule chose que vous pouvez vraiment contrôler, vos réactions. Vous pouvez passer votre vie à essayer de corriger le comportement des autres, ou vous pouvez apprendre à rester calme au milieu du chaos. Le premier épuise,
le second vous libère. Chaque personne difficile, chaque situation provocante est un examen de votre caractère. Si vous le comprenez, vous arrêtez de le prendre comme une offense et vous le voyez comme une opportunité de démontrer votre autocontrôle. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais de devenir conscient. De réaliser que réagir avec colère, c'est donner le contrôle à celui qui le mérite le moins. La provocation perd de son pouvoir lorsque vous arrêtez de lui accorder de l'importance. C'est là que réside la différence entre celui qui réagit et celui qui domine. L'un se noie dans le bruit, l'autre observe en silence. Cette vidéo ne cherche pas à vous apprendre à éviter les conflits, mais à les affronter avec calme et clarté. À maintenir votre dignité même lorsque l'environnement essaie de vous tirer vers le bas. Parce que l'autocontrôle n'est pas une répression, c'est de l'intelligence émotionnelle à l'état pur. C'est comprendre que vous n'avez rien à prouver parce que vous savez déjà qui vous êtes. Et lorsque vous arrivez à ce point, il n'y a pas de mots, de gestes ou de provocations capables de vous sortir de votre centre. C'est le pouvoir que le stoïcisme vous donne. 1. Maîtrise tes réactions. Imagine que quelqu'un lance une pierre dans l'eau. La première chose qui se produit n'est pas l'impact, mais les ondes qui se propagent lentement sur toute la surface. Chaque mot blessant, chaque provocation, chaque attitude qui cherche à te faire perdre le contrôle fonctionne de la même manière. Le problème n'est pas la pierre, mais les ondes que tu laisses se propager en toi. Maîtriser tes réactions, c'est apprendre à calmer l'eau avant qu'elle ne se transforme en tempête. L'erreur la plus courante lorsqu'on fait face à des personnes difficiles est de croire que le pouvoir réside dans une réponse rapide, dans le fait de rendre coup pour coup, de montrer que personne ne peut te dominer. Mais ce n'est pas du pouvoir, c'est une réaction. Et celui qui réagit perd. Le stoïcisme enseigne que la véritable autorité sur soi-même se démontre dans la pause. Dans ce bref instant où tu peux choisir entre être emporté par l'émotion ou rester ferme. Cette seconde est précieuse. C'est l'espace où se décide si tu es l'esclave de l'impulsion ou le maître de toi-même. Réfléchis à combien de fois tu as regretté après une dispute. Combien de fois as-tu dit quelque chose par orgueil, juste pour ne pas rester silencieux, juste pour ne pas te sentir faible. Mais au fond, tu le savais, la réaction n'a rien résolu, elle t'a juste laissé vide. Ce qui fait le plus mal n'est pas ce que l'autre dit, mais comment tu permets à ces mots de te dominer. Chaque provocation que tu contrôles, chaque impulsion que tu contiens est une victoire silencieuse qui renforce ton caractère. Le monde est plein de gens qui cherchent de l'attention à travers le conflit. Des personnes qui se nourrissent de ta colère, qui prennent plaisir à voir comment tu te défends, comment tu te justifies, comment tu t'épuises. C'est pourquoi le stoïcien choisit de ne pas entrer dans ce jeu. Non pas parce qu'il est lâche, mais parce qu'il comprend que répondre calmement est une forme de supériorité que peu comprennent. Celui qui maîtrise son tempérament maîtrise la situation. Car il n'y a pas de défense plus puissante que la sérénité lorsque l'autre attend le chaos. Maîtriser tes réactions ne signifie pas rester silencieux par peur, mais agir à partir de la raison et non de l'impulsion. Cela signifie regarder la personne qui essaie de te provoquer et te dire à toi-même « ceci ne m'appartient pas ». C'est rompre le schéma de la réactivité et le remplacer par la clarté. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à quelqu'un qui vit du conflit. Ta valeur se démontre dans le calme avec lequel tu décides de ne pas participer. Le contrôle émotionnel est une discipline quotidienne. Il ne vient pas de la lecture de phrases inspirantes, mais de l'entraînement de l'esprit chaque fois que la vie te pousse. C'est un muscle qui se renforce avec la pratique. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te déstabiliser, respire. Ne réponds pas tout de suite, observe, laisse l'émotion se dissoudre sans agir sur elle. Tu te rendras compte que tu n'as pas besoin d'exploser pour être entendu, ni d'élever la voix pour avoir raison. 3. Utilise le silence comme bouclier. Il y a des guerres qui se gagnent sans élever la voix. Non pas par manque de courage, mais parce qu'on comprend que parler trop, c'est perdre de l'énergie sur le terrain ennemi. Le silence, lorsqu'il est utilisé avec intention, n'est pas passivité, c'est pouvoir.
C'est l'espace où l'autre se noie dans son propre besoin d'avoir le dernier mot, tandis que tu conserves le contrôle. Dans un monde où tout le monde veut être entendu, celui qui sait se taire devient une présence qui impose le respect sans besoin de bruit. Les personnes difficiles cherchent une réaction. Elles ne veulent pas de compréhension, elles veulent du carburant. Elles veulent voir que tu t'agites, que tu réponds, que tu tombes dans leur jeu. Quand tu restes silencieux, tu leur arraches ce pouvoir. Le silence déconcerte, désarme et expose le manque de contrôle de l'autre. Il n'y a pas de réponse plus percutante que le calme absolu face à la provocation. Chaque mot que tu décides de ne pas prononcer est une victoire sur ton ego. Le silence ne signifie pas toujours faiblesse. Parfois, cela signifie que ton esprit est un pas en avant, que tu as choisi la paix plutôt que la bataille. C'est un filtre qui sépare l'essentiel de l'inutile. Quand quelqu'un t'insulte et que tu ne réponds pas, ce n'est pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu comprends que répondre ne fait que te rabaisser à son niveau. Le stoïcien ne cherche pas à gagner des discussions, il cherche à ne pas perdre sa sérénité. Et à cet égard, le silence est sa meilleure stratégie. Parfois, nous pensons que le silence est vide, mais en réalité, il est plein de sens. C'est une déclaration qui dit « Cela ne m'affecte pas ». C'est le langage de ceux qui n'ont plus besoin de justifier leur valeur. Pendant que l'autre crie, tu observes. Pendant qu'il essaie de te provoquer, tu analyses. Pendant qu'il cherche à te blesser, tu restes centré. Le silence est un miroir qui reflète l'insécurité des autres. Quand tu ne réagis pas, tu forces l'autre à affronter son propre bruit. Pratiquer le silence comme bouclier nécessite de l'entraînement. Cela implique de résister à l'envie de répondre, même quand tout en toi veut le faire. Cela implique de maîtriser l'orgueil qui te dit que rester silencieux, c'est perdre. Mais quand tu le maîtrises, tu découvres qu'il n'y a pas de défaite dans le calme, que la véritable victoire est de ne pas te laisser entraîner dans le conflit. Le silence ne consiste pas à réprimer les émotions, mais à les traiter avant d'agir. C'est une pause consciente qui te permet de répondre à partir de la raison et non de la blessure. Dans la vie quotidienne, le silence peut transformer les relations, les discussions et les moments de tension. Tu n'as pas à donner d'explication à celui qui n'écoute pas, ni à te justifier devant celui qui a déjà décidé de ne pas comprendre. Chaque fois que tu choisis de te taire par sagesse et non par peur, tu te renforces. Tu deviens maître de ton énergie. Parce que parler sans contrôle, c'est dépenser du pouvoir, mais se taire avec intention, c'est le créer. Le silence, lorsqu'il naît de la clarté, devient un bouclier invisible qui te protège de l'épuisement émotionnel. Et à la fin, celui qui se tait n'accorde pas toujours, parfois il démontre simplement qu'il est au-dessus du bruit. 4. Garde une distance mentale. Il y a des incendies qui ne s'éteignent pas en jetant de l'eau, mais en s'éloignant du feu. Il en va de même avec les personnes et les situations qui cherchent à t'entraîner dans leur chaos. Garder une distance mentale ne signifie pas être froid ou indifférent. Cela signifie protéger ta clarté. C'est comprendre que toutes les batailles ne méritent pas ton énergie et que tout ce qui se passe autour de toi n'a pas besoin d'une réponse immédiate. L'esprit se contamine lorsqu'il se mêle au bruit des autres. C'est pourquoi le stoïcien apprend à prendre du recul avant de réagir. La plupart des conflits naissent de l'identification. Nous croyons que tout ce qui se passe a à voir avec nous. Si quelqu'un parle sur un ton agressif, nous le prenons comme une attaque. Si quelqu'un se montre indifférent, nous sentons qu'il nous rejette. Mais la vérité est que souvent, les attitudes des autres reflètent leur propre état interne, pas le tien. La distance mentale est cet espace qui te permet d'observer sans absorber. C'est la capacité d'être présent sans être pris dans l'émotion de l'autre. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, garder une distance mentale signifie refuser de participer à son drame. C'est observer la scène comme si tu regardais un film et comprendre que tu n'as pas à faire partie de l'intrigue. Il ne s'agit pas de te déconnecter de la réalité, mais de ne pas te laisser dominer par elle. Le monde extérieur est plein de stimuli qui cherchent ta réaction. Les réseaux sociaux, les actualités, les conversations, tout pousse à donner son avis, à discuter, à prouver quelque chose. Mais plus tu réagis, plus tu donnes de pouvoir.
La distance mentale te rend ce pouvoir. La pratiquer n'est pas facile, car l'ego veut toujours s'impliquer. Il veut se défendre, expliquer, corriger. Cependant, le stoïcien comprend que la paix ne se négocie pas. Il apprend à ne rien prendre personnellement. Tous les commentaires n'ont pas besoin d'être répondus. Toute provocation ne nécessite pas de défense. Quand tu arrives à voir les choses d'une position plus élevée, le conflit se réduit. Tu arrêtes de te sentir attaqué et tu commences à comprendre que la plupart des comportements des autres ne sont pas contre toi. Ils sont simplement. La distance mentale est aussi une forme de connaissance de soi. Elle te permet de voir tes propres émotions de l'extérieur, d'observer comment elles surgissent et se dissipent sans les laisser prendre le contrôle. C'est comme regarder une tempête depuis la fenêtre. Tu sais qu'elle est là, tu peux l'entendre, mais tu ne te mouilles pas. Cette perspective te donne de la liberté. Elle te libère du cycle de réaction et te permet d'agir avec intelligence, pas avec impulsion. Avec le temps, tu découvres que garder une distance mentale ne t'éloigne pas des autres, elle te rapproche de toi-même. Elle te donne de l'espace pour penser, pour décider, pour répondre avec calme. Elle te rend impénétrable aux provocations. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu choisis de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. C'est l'essence de la force intérieure. Être dans le monde sans laisser le monde entrer en toi. Quand tu y arrives, aucun mot, regard ou attitude ne peut perturber ton centre parce que tu as déjà appris à rester hors du feu sans perdre la chaleur humaine. 5. Transformer la colère en maîtrise de soi. Il y a des feux qui détruisent et d'autres qui forgent. La différence réside dans qui les manipule. La colère est ce feu que nous portons tous en nous, capable d'éclairer ou de consumer selon la façon dont vous la dirigez. Il ne s'agit pas de la réprimer, mais de la transformer en force contrôlée, en clarté, en pouvoir qui ne crie pas. La plupart des gens pensent que contrôler la colère signifie ne pas la ressentir, mais le stoïcien comprend que la maîtrise émotionnelle n'est pas obtenue en éteignant le feu, mais en apprenant à l'allumer seulement quand il sert à avancer. Chaque provocation qui allume votre rage est une opportunité pour entraîner la maîtrise intérieure. Si vous laissez la colère prendre les rênes, vous donnez votre pouvoir à l'autre. C'est comme si vous donniez les clés de votre esprit à celui qui les mérite le moins. Lorsque quelqu'un cherche à vous provoquer et y parvient, il vous transforme en son reflet. Mais si vous êtes capable de garder votre sang-froid, l'énergie qui se perdait auparavant en explosions inutiles se transforme en élan, en tempérament, en décision ferme. La colère cesse d'être votre ennemi et devient votre maîtresse. La maîtrise de soi ne signifie pas rester immobile pendant que le monde vous écrase. Cela signifie savoir quand agir et quand attendre. C'est comprendre que chaque mot prononcé sous le feu de l'émotion coûte plus qu'il ne vaut. Combien de fois avez-vous réagi dans un moment de colère pour ensuite sentir le poids de l'inutile? L'esprit s'embrouille, la langue s'avance, et ce qui semblait être une défense finit par être un coup porté à soi-même. Le stoïcien observe cette sensation, la reconnaît, la laisse passer et n'agit que lorsque la raison a repris le contrôle. Transformer la colère nécessite de la conscience. Quand vous la sentez monter, ne la jugez pas et ne la niez pas. Respirez. Observez-la comme si vous regardiez le feu de l'extérieur. Demandez-vous ce qu'elle essaie de vous enseigner. Peut-être indique-t-elle une blessure qui n'est pas encore guérie ou une attente qui n'a pas été satisfaite. La colère est un signal, pas une sentence. Vous pouvez l'utiliser pour mieux vous connaître ou pour détruire ce que vous avez construit. Le choix est toujours le vôtre. Dans la vie quotidienne, les provocations sont partout. Le conducteur qui vous coupe la route, le collègue qui vous contredit, la personne qui vous méprise. Chacun est un examen qui mesure votre niveau de contrôle. La colère mal dirigée brûle vos relations et votre santé, mais la colère canalisée renforce votre caractère. Elle vous apprend à poser des limites fermement, à vous exprimer sans perdre votre calme, à défendre votre paix sans avoir besoin de hausser la voix. Maîtriser la colère est l'une des victoires les plus difficiles, car elle exige de se battre contre soi-même. Mais une fois que vous y parvenez, rien d'extérieur ne peut vous déstabiliser. L'énergie qui était auparavant gaspillée en colère se transforme en concentration et en clarté.
Et c'est là le secret de la maîtrise de soi. Utilisez le feu pour éclairer, non pour détruire. Parce que lorsque vous maîtrisez votre colère, vous ne contrôlez pas seulement votre tempérament, vous contrôlez votre destin. 6. Désarmer avec humour et calme. Les provocations ressemblent à une corde que quelqu'un lance pour te faire tomber au sol. Si tu tires fort, tu entres dans le jeu. Si tu lâches la corde, l'autre perd l'équilibre. L'humour et le calme fonctionnent ainsi. Ils désarment sans confronter, ils coupent le conflit sans briser la dignité. Il ne s'agit pas de se moquer de l'autre, mais d'utiliser la légèreté comme bouclier et la sérénité comme arme. Parce que lorsque l'autre attend de la colère et reçoit de la paix, sa stratégie s'effondre. Les gens qui vivent du drame ne savent pas comment réagir face à quelqu'un qui ne se dérange pas. Celui qui provoque cherche l'attention, cherche une réponse, a besoin de sentir qu'il a le contrôle. Mais lorsque tu lui réponds avec calme ou avec un léger sourire, tu lui enlèves le scénario. Soudain, il ne sait plus quoi faire avec sa propre colère. L'humour n'est pas toujours un rire. Parfois, c'est une façon de dire « ça ne m'affecte pas » sans avoir à l'expliquer. C'est de l'intelligence émotionnelle en mouvement, la capacité de transformer une attaque en une scène sans pouvoir. Utiliser l'humour comme défense ne signifie pas manquer de sérieux, mais maîtriser. Cela signifie choisir de ne pas tomber dans le piège du conflit. Quand quelqu'un essaie de t'humilier et que tu réponds avec légèreté, tu ne le fais pas par supériorité, mais par sagesse. Tu comprends que la tension n'existe que si tu y participes. Parfois, un regard calme ou une phrase subtile suffit pour désamorcer toute une explosion émotionnelle. C'est la version moderne de ce que les stoïciens pratiquaient, répondre avec raison, pas avec bruit. L'humour, bien utilisé, protège. Il ne t'affaiblit pas, il te libère. Il te permet de respirer au milieu du feu sans perdre le centre. C'est une façon de montrer que tu ne prends pas l'autre aussi au sérieux qu'il le voudrait. Le calme, en revanche, est la base qui soutient ce pouvoir. Sans lui, l'humour peut devenir sarcasme ou moquerie. Mais avec lui, il devient élégance. La combinaison des deux est un signe de force intérieure. Celui qui maîtrise ses émotions peut choisir quand rire et quand se taire. Dans la vie quotidienne, cela devient un art. Imagine une discussion où quelqu'un élève la voix pour s'imposer. Toi, au lieu de répondre au même niveau, tu baisses le ton et lances une réponse brève, ferme et sereine. Le contraste déconcerte. Le calme déconnecte le conflit, l'humour le neutralise. Tu ne gagnes pas en discutant, tu gagnes en désarmant. Et celui qui ne parvient pas à t'entraîner à son niveau finit par se battre seul. La sérénité qui naît de cette attitude n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir silencieux. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir avec colère, mais avec légèreté et contrôle, tu renforces ton esprit. Tu apprends à utiliser l'air là où d'autres utilisent le feu, à rester humain au milieu du chaos. Parce qu'il n'y a rien de plus déconcertant pour une personne difficile que de faire face à quelqu'un qui n'a rien à prouver. L'humour et le calme sont la preuve que l'autocontrôle peut être plus percutant que n'importe quelle réponse violente. Et quand tu y arrives, le conflit cesse d'être une menace et devient une autre opportunité de montrer qui a le véritable contrôle. 7. Poser des limites avec sérénité. Les frontières les plus difficiles à tracer ne sont pas celles du territoire, mais celles de l'âme. Il y a des gens qui franchissent sans permission, qui envahissent avec des mots, des exigences ou des attitudes qui usent. Et toi, par habitude ou par peur de paraître froid, tu les laisses passer. Mais il arrive un moment où tu comprends que tu ne peux pas prendre soin de ta paix si tu ne sais pas poser des limites. La sérénité n'est pas l'absence de fermeté. C'est la façon la plus élégante de dire « jusqu'ici » sans avoir besoin de crier. Poser des limites ne signifie pas ériger des murs, mais établir de la clarté. C'est dire à l'autre « tu peux t'approcher, mais pas abuser. Je peux t'écouter, mais pas absorber ton chaos. Je peux t'aider, mais pas à mes dépens. » Les personnes difficiles ont tendance à tester constamment tes limites, car elles savent que la confusion émotionnelle est le terrain où il est le plus facile de prendre le contrôle. C'est pourquoi le stoïcien apprend à maintenir son territoire mental bien défini. Son calme n'est pas soumission,
C'est un avertissement que rien d'extérieur n'a la permission de perturber son équilibre. L'erreur de beaucoup est de croire que dire non est être égoïste, alors qu'en réalité, dire non avec sérénité est une forme d'amour de soi. Chaque fois que tu cèdes par peur de déranger, tu t'éloignes de toi. Chaque fois que tu acceptes une charge qui ne te revient pas, tu perds de la force. Et le pire, c'est qu'à la fin, les gens qui profitent ne changent pas. Ils apprennent juste qu'ils peuvent continuer à le faire. La limite n'est pas une barrière contre les autres. C'est un signe de respect envers toi-même. La sérénité est la clé, car elle donne de la force à tes mots sans les transformer en confrontation. Tu n'as pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Tu as besoin de conviction. Quand tu parles avec calme et certitude, le message va plus loin que le cri. La limite posée avec équilibre ne blesse pas, elle éduque. Elle enseigne à l'autre comment te traiter et elle t'enseigne comment te valoriser. Chaque fois que tu marques une frontière avec sérénité, tu te libères du ressentiment. Parce que tu n'attends plus que l'autre devine ton inconfort, tu le lui communiques avec clarté et respect. Dans la pratique quotidienne, cela se traduit par des décisions petites mais puissantes. Ne pas répondre au message qui envahit ton repos. Ne pas accepter des tâches que tu sais ne pas te revenir. Ne pas justifier ce qui ne nécessite pas d'explication. Poser des limites avec sérénité, c'est choisir la paix avant la culpabilité, la cohérence avant la complaisance. Ce n'est pas t'éloigner du monde, c'est te rapprocher de ton centre. Celui qui apprend à le faire cesse d'être victime de la manipulation et de l'épuisement émotionnel. Il découvre que la fermeté peut être silencieuse et que le respect commence par soi-même. Parce que les autres n'arrivent que jusqu'où tu les laisses venir. Et quand tu apprends à tracer tes lignes avec sérénité, la vie devient plus claire, les relations plus authentiques et ton énergie plus propre. La limite n'est pas un rejet, c'est un équilibre. C'est le rappel constant que ta paix n'est pas négociable. 7. Poser des limites avec sérénité. Les frontières les plus difficiles à tracer ne sont pas celles du territoire, mais celles de l'âme. Il y a des gens qui franchissent sans permission, qui envahissent avec des mots, des exigences ou des attitudes qui usent. Et toi, par habitude ou par peur de paraître froid, tu les laisses passer. Mais il arrive un moment où tu comprends que tu ne peux pas prendre soin de ta paix si tu ne sais pas poser des limites. La sérénité n'est pas l'absence de fermeté. C'est la façon la plus élégante de dire « jusqu'ici » sans avoir besoin de crier. Poser des limites ne signifie pas ériger des murs, mais établir de la clarté. C'est dire à l'autre « tu peux t'approcher, mais pas abuser. Je peux t'écouter, mais pas absorber ton chaos. Je peux t'aider, mais pas à mes dépens. » Les personnes difficiles ont tendance à tester constamment tes limites, car elles savent que la confusion émotionnelle est le terrain où il est le plus facile de prendre le contrôle. C'est pourquoi le stoïcien apprend à maintenir son territoire mental bien défini. Son calme n'est pas soumission, c'est un avertissement que rien d'extérieur n'a la permission de perturber son équilibre. L'erreur de beaucoup est de croire que dire non est être égoïste, alors qu'en réalité, dire non avec sérénité est une forme d'amour de soi. Chaque fois que tu cèdes par peur de déranger, tu t'éloignes de toi. Chaque fois que tu acceptes une charge qui ne te revient pas, tu perds de la force. Et le pire, c'est qu'à la fin, les gens qui profitent ne changent pas. Ils apprennent juste qu'ils peuvent continuer à le faire. La limite n'est pas une barrière contre les autres. C'est un signe de respect envers toi-même. La sérénité est la clé, car elle donne de la force à tes mots sans les transformer en confrontation. Tu n'as pas besoin d'élever la voix pour être entendu, tu as besoin de conviction. Quand tu parles avec calme et certitude, le message va plus loin que le cri. La limite posée avec équilibre ne blesse pas, elle éduque. Elle enseigne à l'autre comment te traiter et elle t'enseigne comment te valoriser. Chaque fois que tu marques une frontière avec sérénité, tu te libères du ressentiment. Parce que tu n'attends plus que l'autre devine ton inconfort, tu le lui communiques avec clarté et respect. Dans la pratique quotidienne, cela se traduit par des décisions petites mais puissantes. Ne pas répondre au message qui envahit ton repos. Ne pas accepter des tâches que tu sais ne pas te revenir. Ne pas justifier ce qui ne nécessite pas d'explication. Poser des limites avec sérénité,
c'est choisir la paix avant la culpabilité, la cohérence avant la complaisance. Ce n'est pas t'éloigner du monde, c'est te rapprocher de ton centre. Celui qui apprend à le faire cesse d'être victime de la manipulation et de l'épuisement émotionnel. Il découvre que la fermeté peut être silencieuse et que le respect commence par soi-même. Parce que les autres n'arrivent que jusqu'où tu les laisses venir. Et quand tu apprends à tracer tes lignes avec sérénité, la vie devient plus claire, les relations plus authentiques et ton énergie plus propre. La limite n'est pas un rejet, c'est un équilibre. C'est le rappel constant que ta paix n'est pas négociable. 8. Regarde ton reflet avant de juger. Les personnes difficiles agissent comme des miroirs sales. Ils nous montrent des parties de nous que nous préférons ne pas voir. Quand quelqu'un t'irrite, te défie ou te dérange, la réaction immédiate est de pointer du doigt l'autre. Mais le stoïcisme enseigne que le jugement externe révèle toujours quelque chose d'interne. Ce que tu condamnes, tu le portes souvent en toi. Avant de pointer du doigt, il est préférable de regarder le reflet que renvoie cette situation, car il peut cacher une leçon que tu n'as pas encore apprise. Chaque fois que quelqu'un réussit à te perturber, il ne montre pas seulement son caractère, il révèle aussi le point exact où tu manques encore de maîtrise. Si l'arrogance te dérange, peut-être as-tu encore besoin de guérir ton propre orgueil. Si l'impatience t'irrite, peut-être ne tolères-tu pas tes propres erreurs. Le reflet ne ment pas, il te renvoie seulement ce que tu ne veux pas accepter. C'est pourquoi le sage ne réagit pas immédiatement, il observe. Il sait que toute émotion intense est un signal, pas une sentence. L'ego a tendance à se protéger en cherchant des coupables à l'extérieur. Il est plus facile de dire « cette personne me perturbe » que de te demander pourquoi elle le fait. Mais la croissance commence quand tu arrêtes de voir des ennemis et commences à voir des maîtres. Chaque conflit devient un miroir de connaissance de soi. Tous les miroirs ne sont pas agréables, mais tous montrent la vérité. Et celui qui ose regarder sans nier ce qu'il voit, évolue. Le stoïcisme ne cherche pas la perfection, il cherche la conscience. Être capable de te regarder dans les reflets des autres sans fuir ce qui apparaît est une forme de courage. Le jugement envers les autres est souvent une projection de ce que nous nions en nous. C'est pourquoi le silence avant de critiquer est une sagesse. Non pas parce que l'autre a raison, mais parce que tu te donnes de l'espace pour comprendre d'où vient ton jugement. Peut-être que cette personne n'est pas si différente de celle que tu étais à un autre moment. Peut-être qu'elle reflète une partie de toi que tu ne sais pas encore intégrer. Le reconnaître ne signifie pas justifier ce qu'elle fait, mais libérer le poids émotionnel que son attitude éveille en toi. Te regarder avant de juger change aussi la façon dont tu te relates. Tu deviens plus compatissant, moins réactif. Tu commences à comprendre que tout le monde porte ses propres batailles, qu'il y a une histoire derrière chaque comportement que tu ne connais pas. Et même si tu continues à maintenir tes limites, tu ne le fais plus par rancœur, mais avec clarté. Cette différence change tout. En pratique, cela signifie utiliser chaque conflit comme un miroir. De demander « Pourquoi cela m'affecte-t-il autant ? Quelle partie de moi se sent attaquée ?» Cette question transforme la réaction en réflexion. Elle t'éloigne de l'impulsion et te rapproche de la sagesse. Car ce n'est que lorsque tu comprends tes propres ombres que tu peux arrêter de te battre avec celles des autres. La prochaine fois que quelqu'un te sort de ton calme, ne regarde pas son erreur, regarde ton reflet. C'est là le véritable travail. Le pouvoir n'est pas dans le jugement, mais dans la compréhension. Et celui qui comprend ne réagit plus, il choisit. 9. Entraîne ton esprit chaque jour. L'esprit ressemble à un muscle invisible. Si tu ne l'entraînes pas, il s'affaiblit. Mais si tu l'exerces avec discipline, il devient ta meilleure défense contre toute provocation. Celui qui n'entraîne pas son esprit vit à la merci des circonstances, réagissant à tout ce que l'environnement impose. Celui qui le renforce, en revanche, crée une distance entre le stimulus et la réponse, un espace où naît la liberté. Le stoïcisme n'est pas une théorie qui se comprend par la lecture, c'est une pratique qui se cultive par la répétition quotidienne. Chaque jour présente une opportunité d'entraîner le calme.
Depuis le trafic qui met à l'épreuve ta patience jusqu'aux conversations où quelqu'un cherche à s'imposer. Ce sont des exercices silencieux pour polir ton caractère. L'esprit sans entraînement réagit par impulsion, se laisse dominer par la colère, la frustration ou la peur. Mais un esprit entraîné choisit avec précision quand agir et quand observer. Il ne cherche pas à avoir raison, il cherche à avoir le contrôle. L'entraînement mental commence par l'observation. Apprendre à remarquer quand une émotion essaie de te dominer. Il ne s'agit pas de la réprimer, mais de la reconnaître sans te laisser emporter. Cette pause consciente est la salle de sport de l'âme. Chaque fois que tu réussis à contenir une réaction, tu renforces ta volonté. Chaque fois que tu choisis le silence sur la colère, tu développes la résilience. C'est un processus invisible, mais ses résultats se remarquent dans la sérénité avec laquelle tu affrontes les jours difficiles. Les personnes difficiles et les situations tendues sont les poids que le stoïcien soulève chaque jour. Il ne les évite pas, il les utilise. Chaque provocation est un défi qui façonne ton caractère. Chaque déception, une leçon qui t'entraîne à ne pas dépendre de l'extérieur. L'esprit s'entraîne non pas dans les moments de calme, mais au milieu du chaos. C'est là que se teste la force. Si tu attends que la vie soit parfaite pour pratiquer l'autocontrôle, tu ne le feras jamais. Entraîner l'esprit implique aussi de prendre soin de ce que tu permets d'entrer en lui. Les conversations que tu nourris, les pensées que tu répètes, les soucis que tu choisis de soutenir, tout cela façonne ton état intérieur. Tu ne peux pas aspirer à la paix si tu nourris ton esprit avec du bruit. C'est pourquoi le stoïcien sélectionne avec précision ce qui mérite son attention. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la concentration. L'esprit entraîné devient un refuge, un espace où rien d'extérieur ne peut perturber le calme intérieur. Il n'y a pas de raccourci. Entraîner l'esprit nécessite de la constance, de la pratique et de l'humilité. Cela ne se fait pas en un jour, mais chaque jour compte. Avec le temps, tu découvres que la discipline mentale ne te rend pas seulement plus fort, mais aussi plus libre. Parce que lorsque tu maîtrises ton esprit, le monde cesse de te dominer. Et cette liberté, celle de choisir comment réagir à ce que tu ne contrôles pas, est la forme la plus élevée de pouvoir qu'un être humain peut atteindre. 10. Enseigne par ton exemple, pas par des mots. Il y a des lumières qui ne font pas de bruit, mais qui éclairent tout autour d'elles. C'est ainsi que fonctionne la force de l'exemple. Les mots peuvent inspirer pendant un moment, mais la cohérence laisse des traces qui transforment. Il n'y a pas de discours plus convaincant que le comportement de celui qui agit avec calme au milieu du chaos. Lorsque tu maîtrises tes émotions, lorsque tu ne réagis pas à l'attaque ni ne te rabaisses face à la provocation, tu enseignes sans dire une seule phrase. Le stoïcisme ne se prêche pas, il se démontre par la façon dont tu marches à travers le feu sans perdre ta sérénité. Dans un monde plein d'opinions et de conseils, la véritable autorité est celle de celui qui vit ce qu'il dit. Les personnes difficiles ne changent pas parce que tu les corriges, mais parce qu'elles voient qu'elles ne peuvent pas te sortir de ton centre. Ta sérénité leur montre un miroir qui reflète leur propre désordre. Et même s'ils ne l'admettent pas, ils le ressentent. Ton silence, ta patience, ton autocontrôle sont des leçons qui ont plus d'impact que n'importe quel argument. L'exemple désarme parce qu'on ne peut pas discuter avec l'épreuve. Parler est facile quand l'environnement est calme, mais agir avec cohérence lorsque la tension augmente est là où se mesure la maturité. Chaque fois que tu réponds calmement à la provocation, tu enseignes ce qu'est la force. Chaque fois que tu choisis la dignité sur la colère, tu inspires plus que tu ne l'imagines. Tu n'as pas besoin de convaincre quiconque de tes principes, il suffit de les vivre. La cohérence parle une langue que tout le monde comprend, même ceux qui n'écoutent jamais. L'exemple a un pouvoir silencieux parce qu'il naît de l'authenticité. Il ne cherche pas l'approbation, il n'exige pas la reconnaissance. C'est simplement le reflet naturel d'un esprit en équilibre. Lorsque tu pratiques le stoïcisme dans ta vie quotidienne, les personnes qui t'entourent le remarquent. Ils voient que tu ne te laisses pas perturber par la critique, que tu ne tombes pas dans les provocations, que tu maintiens le respect même lorsque tu ne le reçois pas. Et petit à petit, sans mots, ils commencent à changer leur ton avec toi.
Le respect qui n'est pas demandé est gagné. Enseigner par l'exemple te maintient également honnête. Il te force à revoir tes actes, à vivre en cohérence entre ce que tu penses, ressens et fais, parce que rien ne détruit plus rapidement la crédibilité que de prêcher le calme et de vivre en réaction. Le véritable maître n'enseigne pas à partir du discours, mais à partir de la pratique. Être un exemple ne signifie pas être parfait, mais être prêt à te corriger sans culpabilité. L'attraction ne commence pas par l'apparence, elle commence par l'énergie que tu dégages. Un homme peut entrer dans un lieu sans dire un seul mot et pourtant remplir l'espace. Non pas parce qu'il est le plus fort ou le plus riche, mais parce que sa présence parle pour lui. Le regard ferme, le silence assuré, le calme inébranlable. C'est ce que les femmes ressentent avant même de remarquer à quoi tu ressembles. L'énergie ne se feint pas, elle se construit. Pendant des années, l'attraction a été confondue avec le superficiel, la voiture, le corps, les vêtements. Mais ce qui suscite réellement un intérêt authentique est invisible. Ce sont ces trois auras que peu d'hommes développent. L'aura du silence, l'aura du mystère et l'aura du but. Trois présences qui se ressentent plus qu'elles ne se voient. L'homme qui maîtrise son silence n'a pas besoin de s'imposer. Celui qui vit avec le mystère n'a pas besoin de s'expliquer. Et celui qui marche avec un but n'a pas besoin de poursuivre qui que ce soit. La vérité est que lorsqu'un homme se conquiert lui-même, il cesse de courir après les femmes. Son énergie change, son regard change, et sans s'en rendre compte, il devient magnétique. L'attraction réelle naît de la tranquillité, de la discipline et de la clarté. Il ne s'agit pas de paraître, mais d'être. Ce chemin ne cherche pas à te modeler pour plaire, mais à te transformer en quelqu'un d'impossible à ignorer. Parce que lorsqu'un homme projette une puissance interne, le monde entier commence à lui répondre différemment. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre ici. Comment construire ces trois auras qui ne s'achètent pas, ne s'imitent pas et ne se perdent pas. Les 10 leçons qui suivent ne sont pas de la théorie. Elles sont de la pratique. Chacune est conçue pour que tu puisses l'appliquer dans ta vie quotidienne, sans astuce ni apparence. Parce que la véritable attraction ne se cherche pas, elle s'incarne. 1. Maîtrise ton silence. Le silence est comme une épée dans son fourreau, il ne fait pas de bruit, mais tout le monde sait qu'il est là. Un homme qui maîtrise son silence n'a pas besoin de démontrer sa puissance, car sa seule tranquillité impose le respect. Dans un monde où tout le monde parle sans réfléchir, celui qui apprend à se taire devient un mystère, un aimant, une présence qui se fait sentir. La plupart réagissent par impulsion, répondent avec émotion, défendent leur ego à tout prix. Mais l'homme qui a appris à maîtriser son silence sait que chaque provocation ne mérite pas de réponse, ni chaque mot ne nécessite de défense. Il comprend que parler moins n'est pas une faiblesse, mais une stratégie. Pense aux hommes qui ont vraiment un impact. Ce ne sont pas ceux qui crient le plus fort, ni ceux qui essaient d'attirer l'attention. Ce sont ceux qui observent, ceux qui écoutent, ceux qui mesurent chaque mot. Parce que le silence leur donne le contrôle, leur permet de lire ce que les autres ignorent et de répondre seulement quand cela en vaut la peine. C'est l'essence de la maîtrise de soi. Contrôler le silence, c'est contrôler l'esprit, et contrôler l'esprit, c'est contrôler le monde. Lorsqu'un homme y parvient, il cesse de paraître désespéré, il cesse de chercher l'approbation. Son calme devient sa carte de visite. Les femmes le remarquent, elles le ressentent. Parce que le silence n'est pas l'absence de mots, c'est une présence totale. C'est être là, sans avoir besoin de faire du bruit. Et cette sérénité projette quelque chose qu'aucune apparence ne peut égaler, une autorité naturelle. La véritable attraction naît lorsque tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, lorsque ta paix intérieure vaut plus que tout discours. Maîtriser ton silence signifie aussi maîtriser tes émotions. Cela signifie ne pas réagir à la moindre provocation, ne pas tomber dans les jeux, ne pas perdre d'énergie dans des discussions sans sens. Cela signifie comprendre que parfois, la meilleure réponse est un regard ferme ou un sourire tranquille. Cela déstabilise n'importe qui, parce que le silence met mal à l'aise celui qui n'a pas de contrôle. C'est pourquoi le silence est le pouvoir, non pas parce qu'il te rend invisible, mais parce qu'il te rend imprévisible.
Personne ne peut manipuler ce qu'il ne comprend pas. Et un homme silencieux est une énigme que personne ne peut contrôler. Pratique cela chaque jour. Lorsque tu ressens le besoin d'expliquer quelque chose d'inutile, tais-toi. Lorsque quelqu'un essaie de te provoquer, respire. Lorsqu'une conversation ne t'apporte rien, retire-toi sans drame. Le silence n'est pas passivité, c'est maîtrise. C'est un rappel constant que tu n'as pas besoin de réagir au monde pour avoir du pouvoir sur lui. Au fur et à mesure que tu le maîtrises, tu remarqueras comment ton énergie change, comment les gens commencent à t'écouter davantage lorsque tu parles moins. Parce que le silence bien utilisé ne t'éloigne pas, il t'élève. Il fait de toi quelqu'un qui ne cherche pas l'attention, mais qui l'obtient. Et c'est l'une des formes les plus pures d'attraction qu'un homme peut avoir. 2. Garde ton calme. La tempête la plus forte ne détruit pas celui qui apprend à danser sous la pluie. Garder son calme ne signifie pas que rien ne t'affecte, mais que rien ne te domine. C'est l'art de garder le contrôle lorsque le monde perd le sien, de ne pas laisser l'émotion prendre le dessus sur la raison. À une époque où tout le monde réagit sans réfléchir, le calme est devenu un privilège de ceux qui ont un pouvoir intérieur. La plupart crient, discutent, s'énervent pour un rien, tandis que les hommes qui ont vraiment une présence restent sereins, avec l'esprit clair et le regard ferme. Ce calme ne s'improvise pas, il se travaille. Chaque jour offre des raisons de le perdre. Un commentaire déplacé, une personne qui te provoque, un obstacle que tu n'attendais pas. Mais c'est là que se sépare celui qui vit dominé par ses émotions de celui qui les utilise comme outil. Garder son calme ne signifie pas se réprimer, mais diriger son énergie vers ce qui compte. La différence entre un homme sage et un homme impulsif réside dans les secondes qu'il prend avant de répondre. Car ces secondes sont du pouvoir. C'est l'espace où tu décides si tu seras maître de toi-même ou esclave de la situation. Le calme est une forme silencieuse d'autorité. Celui qui le possède transmet la sécurité sans le dire. Les femmes le ressentent, les hommes le respectent et les problèmes le craignent. Il n'y a rien de plus magnétique que quelqu'un qui ne se laisse pas perturber par la pression. Cette sérénité n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité. C'est avoir compris que rien ne se résout avec des cris ou des impulsions, que la vraie force ne se montre pas par la violence, mais par le contrôle. Chaque fois que tu choisis de rester calme alors que les autres perdent le contrôle, tu montres ta maîtrise. Et cette maîtrise se ressent. Mais garder son calme ne consiste pas seulement à se contenir, mais aussi à cultiver un esprit stable. Cela signifie apprendre à respirer quand l'anxiété t'envahit, à réfléchir quand l'orgueil te pousse à réagir, à garder ton sang-froid quand l'environnement cherche à te briser. Le calme est le reflet de quelqu'un qui a confiance en lui, parce qu'il sait que tout a une solution et qu'aucun défi ne mérite de lui voler son équilibre. Cette confiance se construit sur la base de l'expérience, de la discipline et de la connaissance de soi. En pratique, garder son calme est un exercice quotidien. Quand quelqu'un te provoque, regarde-le avec compassion, pas avec colère. Quand les choses ne se passent pas comme tu l'espères, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Quand la vie te pousse à la limite, rappelle-toi que la réaction du moment ne définit pas le résultat, mais définit qui tu es. Le calme est ce qui te permet de prendre de meilleures décisions, de conserver ton énergie et de protéger ton pouvoir. Tout ne mérite pas ta réponse, tout ne nécessite pas ta participation. Apprendre à garder son calme, c'est devenir un point d'équilibre au milieu du chaos. Alors que les autres brûlent, tu restes ferme. Cette stabilité est ce qui te rend différent, ce qui projette le respect et la confiance. Parce que celui qui maîtrise son calme ne devient pas seulement un homme plus fort, mais aussi un homme plus attirant. La paix qui ne se perd pas est le signe de quelqu'un qui se connaît, et ce type d'énergie ne s'oublie pas. 3. Fais de ton mystère ta force. Il y a des regards qui en disent plus que n'importe quelle histoire racontée à haute voix. Le mystère ne consiste pas à cacher, mais à choisir ce qui mérite d'être montré. Dans un monde où tout le monde expose sa vie, son corps, ses émotions et même ses pensées les plus vides, l'homme qui garde une partie de lui-même devient intéressant. Car l'excès d'exposition tue le charme, et ce qui est gardé en silence éveille la curiosité.
Le mystère est un pouvoir subtil, invisible, qui fait que les autres veulent découvrir ce que tu ne révèles pas, qu'ils se demandent ce que tu penses, ce que tu tais ou ce qui se cache derrière ta sérénité. La société moderne récompense la transparence exagérée. Tout le monde partage tout, croyant que le montrer est synonyme d'authenticité. Mais l'authenticité n'a pas besoin d'être prouvée, elle se perçoit. Un homme qui a le contrôle de lui-même ne livre pas son histoire à n'importe qui. Il ne cherche pas l'approbation en racontant chaque détail de sa vie. Il comprend que ce qui est précieux doit être protégé. Son énergie n'est pas dispersée à l'excès. Son monde intérieur n'est pas disponible pour la consommation publique. Et cela le distingue, le rend imprévisible, presque impossible à classer. Le mystère est la forme la plus élégante du pouvoir. Ce n'est pas un jeu, ni une stratégie bon marché, c'est une conséquence naturelle de la profondeur. Plus tu te comprends, moins tu as besoin de parler de toi. Plus ton but est fort, moins tu as d'intérêt à t'expliquer. Garder cette réserve est une façon de conserver ton énergie et de forcer les autres à regarder au-delà de la surface. Ce qui n'est pas compris est recherché. Ce qui n'est pas donné facilement est valorisé. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui racontent tout, mais par ceux qui éveillent un sentiment de curiosité. L'esprit humain poursuit toujours ce qu'il n'a pas tout à fait clair. C'est pourquoi quand quelqu'un ne se montre pas complètement, il suscite l'intrigue. Non pas parce qu'il cache quelque chose, mais parce qu'il conserve une partie sacrée pour lui-même. Cette distance émotionnelle modérée crée du respect et du désir en même temps. Tu n'es pas un livre ouvert, tu es une histoire qui se découvre avec le temps, page par page, sans spoiler. Transformer le mystère en force demande de l'autocontrôle. Cela signifie ne pas réagir avec des explications inutiles, ne pas parler de tes plans avant de les avoir exécutés, ne pas laisser tes émotions être de domaine public. Chaque mot doit avoir du poids, chaque action doit parler pour toi. C'est maintenir l'équilibre entre présence et réserve, entre montrer assez et garder l'essentiel. Commence aujourd'hui. Parle moins de tes objectifs et travaille plus sur eux. Ne réponds pas avec trop de détails quand on te demande de parler de ta vie. Apprends à laisser le doute jouer en ta faveur. Un mystère bien géré ne te distance pas, il t'élève. Car celui qui ne révèle pas tout n'est pas difficile, il est sage. Et dans un monde où tout le monde cherche de l'attention, l'homme qui conserve une partie de lui-même devient quelqu'un d'impossible à oublier. 4. Écoutez davantage. Les mots construisent des murs, mais l'écoute abat les frontières. Écouter est un art perdu dans une ère où tout le monde veut parler, donner son avis et être entendu, mais peu savent vraiment prêter attention. La plupart n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent pour répondre, attendant leur tour, pour imposer leur point de vue. Un homme qui sait écouter rompt ce schéma. Son silence n'est pas vide, c'est une présence. Il n'interrompt pas, il observe. Il ne se précipite pas, il comprend. Et cette attitude, bien qu'elle semble simple, est l'un des signes les plus puissants d'intelligence émotionnelle et de maîtrise de soi qui existent. L'homme qui écoute démontre le contrôle, car il n'a pas besoin de remplir l'espace avec des mots pour se sentir important. Son attention devient un miroir où les autres se sentent compris. Et là se produit quelque chose que peu comprennent. L'attraction ne se crée pas toujours en parlant, souvent elle se crée en écoutant. Les femmes perçoivent la différence entre celui qui entend par obligation et celui qui écoute vraiment, entre celui qui est présent et celui qui attend simplement son tour pour parler. La présence authentique n'a pas besoin de bruit. On la ressent dans le regard, dans le geste et dans le calme que transmet celui qui n'est pas pressé de s'imposer. Écouter davantage vous enseigne également sur vous-même. Il vous montre vos impulsions, votre ego et votre capacité d'empathie. Lorsque vous interrompez, vous révélez de l'anxiété. Lorsque vous écoutez, vous révélez du pouvoir. Car il faut de la force pour rester immobile, pour laisser l'autre s'exprimer sans sentir que vous devez le corriger ou prouver que vous en savez plus. Cette patience parle d'équilibre intérieur. Et dans l'esprit de celui qui observe attentivement, s'accumulent des informations précieuses que les autres perdent dans leur propre bruit. Le silence attentif vous permet de lire ce qui n'est pas dit. Dans les pauses, dans les gestes, dans les contradictions, la vérité des personnes se révèle.
Écouter n'est pas seulement entendre les mots, c'est interpréter l'énergie derrière eux. C'est une forme de stratégie qui vous donne un avantage, car celui qui écoute en sait plus, comprend mieux et répond avec précision. Le mot impulsif est oublié, mais la réponse mesurée fait la différence. Pratiquer l'écoute n'est pas une tâche passive, c'est une discipline. Cela implique d'être présent, sans distraction, sans regarder le téléphone, sans penser à ce que vous direz ensuite. Cela implique d'observer sans juger, de comprendre que parfois, la meilleure façon d'influencer quelqu'un n'est pas en parlant, mais en le laissant s'écouter lui-même. Le calme que vous transmettez en écoutant crée de la confiance, et la confiance ouvre des portes que l'insistance n'ouvrirait jamais. Écouter davantage, c'est apprendre à voir l'âme derrière les mots. C'est comprendre que la communication n'est pas une compétition, mais une danse. Et celui qui maîtrise l'art de l'écoute dirige cette danse sans effort, car il n'a pas besoin de bruit pour se connecter. Au final, les hommes qui restent le plus en mémoire ne sont pas ceux qui ont le plus parlé, mais ceux qui ont su écouter quand tout le monde voulait être entendu. 5. Protège ce que tu partages. Les mots sont comme des clés, ils ouvrent des portes ou te laissent t'exposer à ceux qui ne méritent pas d'entrer. À une époque où tout est publié, enregistré et partagé, protéger ce qui sort de toi est devenu un signe d'intelligence. Les gens pensent que parler de tout, montrer tout et raconter tout est un signe d'authenticité. Mais ce que cela démontre réellement, c'est un manque de filtre, un besoin d'approbation et un manque de pouvoir interne. Tout ce que tu ressens ne doit pas être partagé. Tout ce que tu penses ne mérite pas d'être entendu. Et tous ceux qui t'entourent n'ont pas gagné le droit de connaître tes pensées les plus profondes. Protéger ce que tu partages n'est pas ériger des murs, c'est avoir du discernement. La différence entre la confiance et la naïveté réside dans le fait de savoir avec qui tu t'ouvres et avec qui tu te tais. Toutes les personnes ne veulent pas te comprendre. Certaines veulent juste utiliser ton information, manipuler tes émotions ou nourrir leur propre ego avec tes faiblesses. Quand tu parles sans mesure, tu donnes tes armes à l'ennemi sans t'en rendre compte. Et dans la vie réelle, la discrétion est un bouclier aussi puissant que la force physique. L'homme qui sait garder le silence sur sa vie n'est ni froid ni distant, il est sage. Il connaît la valeur de la vie privée, comprend que son monde intérieur ne doit pas devenir un spectacle. Son histoire ne se négocie pas pour de l'attention ou de l'acceptation. Son silence est sélectif, pas passif. Il parle quand il y a un but, pas par habitude. Il se tait quand il ne vaut pas la peine de dépenser de l'énergie pour ceux qui ne comprennent pas sa vision. Cette façon de penser crée du respect, et le respect génère toujours de l'attraction. Protéger ce que tu partages signifie aussi prendre soin de tes émotions. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à tes pensées, tes vulnérabilités ou tes projets. Apprendre à distinguer qui a gagné cet espace est un signe de maturité émotionnelle. Quand tu parles trop, tu perds le pouvoir de l'intrigue, du mystère et de la force intérieure. Les personnes qui ont le plus d'impact sont celles qui transmettent sans avoir à s'expliquer, celles qui vivent avec une telle cohérence que leurs actions sont leurs meilleures déclarations. Commence à t'observer. Combien de fois racontes-tu tes plans avant de les réaliser? Et combien de fois cherches-tu du réconfort auprès de personnes qui ne comprennent pas ton chemin? Combien de fois confies-tu ton énergie à des oreilles vides? Chaque mot a du poids, et chaque fois que tu parles sans nécessité, tu enlèves de la force à ton but. Garde plus pour toi, non pas par méfiance, mais par respect pour ton propre processus. Quand tu apprends à protéger ce que tu partages, tu deviens imprévisible, et l'imprévisibilité est une forme de pouvoir. La vie ne récompense pas celui qui s'expose, elle récompense celui qui se réserve. Non pas par peur, mais parce que le silence bien utilisé protège ta direction, ton esprit et ton énergie. Parle quand c'est nécessaire, mais laisse tes résultats raconter le reste. Dans un monde qui montre tout, être réservé est une forme de rébellion. Et cette rébellion sereine, cette capacité à garder ce qui est à toi sacré et hors de portée du bruit, c'est ce qui distingue les hommes qui inspirent le respect de ceux qui cherchent seulement l'attention. 6. Vis avec un but.
Il y a des vies qui brillent comme le feu et d'autres qui s'éteignent sans avoir brûlé. La différence réside dans le but. Lorsque tu sais pourquoi tu te lèves chaque jour, tu n'as pas besoin de motivation, de validation, ni d'applaudissements. Tu as une direction. Et sur ce chemin, rien ni personne ne peut te distraire. La plupart des hommes vivent sans but, pris dans la routine, attendant que quelque chose ou quelqu'un leur donne un sens. Mais l'homme qui a un but n'attend pas, il construit. Il ne dépend pas du hasard. Il crée une direction avec chaque action, avec chaque décision qu'il prend. Vivre avec un but ne signifie pas avoir toutes les réponses, mais avoir une raison claire de continuer à avancer lorsque la fatigue apparaît. Cela signifie savoir où va ton énergie, dans quoi il vaut la peine d'investir ton temps et quelles choses doivent être laissées derrière. Celui qui vit sans but se consume dans les distractions, cherche le plaisir immédiat et perd la force qui devrait diriger sa vie. Celui qui vit avec un but devient ferme, discipliné, presque inébranlable. Et cette stabilité, cette détermination silencieuse est perçue comme du magnétisme. Le but te donne une présence. Il te rend différent sans que tu ne le tentes. Les gens remarquent quand tu fais quelque chose avec conviction, quand chaque pas a un sens. Il ne s'agit pas de grands discours, mais de cohérence. Tes actions parlent plus fort que tes mots, et ton focus parle plus fort que tes intentions. Les femmes le ressentent. Elles perçoivent quand un homme ne tourne pas sa vie autour de l'attention, mais autour de sa mission. Cette indépendance émotionnelle, cette clarté interne, génère une attraction authentique. Le but protège également ton énergie. Quand tu sais ce que tu veux, tu arrêtes de perdre du temps avec ce qui ne te mène nulle part. Tu dis non avec fermeté, tu choisis tes batailles et tu apprends à prioriser. La plupart des gens vivent dans une dispersion constante parce qu'ils n'ont pas de direction définie. Ils courent après tout et n'atteignent rien. En revanche, l'homme avec un but ne court pas, il avance. Il n'a pas besoin que le monde le comprenne parce qu'il se comprend déjà lui-même. Vivre avec un but nécessite du courage. Cela signifie s'éloigner du superficiel, supporter l'inconfort de grandir, affronter tes peurs et accepter que tout le monde ne t'accompagnera pas sur le chemin. Mais cela signifie aussi vivre avec le feu dans l'âme, avec une clarté qui ne dépend pas de l'environnement. Le but ne te rend pas parfait, il te rend constant. Et cette constance, avec le temps, se transforme en respect, admiration et pouvoir interne. Chaque jour est une occasion de le réaffirmer. Ne cherche pas de grandes missions. Commence par tenir tes promesses, par améliorer ta discipline, par arrêter de vivre en automatique. Tout but naît de l'engagement envers soi-même. Quand tu trouveras le tien, tu comprendras que l'attraction la plus puissante n'est pas celle que tu provoques chez les autres, mais celle que tu ressens pour ton propre chemin. Parce que l'homme qui vit avec un but n'a plus besoin de chercher, il attire. Il ne se perd plus, il guide. Et c'est la différence entre exister et vraiment vivre. 7. Tiens ta parole. Les promesses brisées sont la monnaie la moins chère de cette époque. La plupart parlent facilement, promettent sans réfléchir et oublient sans culpabilité. Mais dans l'esprit d'un homme de caractère, la parole a le poids de l'acier. Tenir ce que tu dis n'est pas un geste de courtoisie, c'est une démonstration de pouvoir. C'est le signe le plus clair que tu as le contrôle sur toi-même et le respect pour les autres. Quand un homme tient sa parole, sa voix gagne en force, sa présence gagne en valeur et sa réputation devient son armure. Dans une société où l'engagement est devenu fragile, la cohérence devient une forme de distinction. Chaque fois que tu dis quelque chose et que tu le fais, tu envoies un message silencieux au monde, que ta voix a du poids, que ton intention est ferme, que tu ne parles pas pour ne rien dire. Les gens font confiance à celui qui tient ses promesses. Les femmes le perçoivent comme une maturité et une fiabilité, deux qualités qui génèrent du respect et de l'attraction sans effort. Un homme qui tient sa parole n'a pas besoin de se justifier, car sa vie soutient ce qu'il dit. Tenir ta parole ne signifie pas être rigide, mais être responsable. Cela signifie réfléchir avant de parler, promettre seulement ce que tu peux tenir et rester ferme même si les circonstances changent. Il ne s'agit pas de plaire à tout le monde, mais d'être cohérent avec toi-même.
Quand tu apprends à tenir ce que tu dis, tu renforces ton caractère et tu envoies un signal direct à ton esprit que tes décisions sont loi, que ta discipline est réelle, que tu peux avoir confiance en toi. Cette confiance intérieure se reflète dans tout ce que tu fais et devient une forme silencieuse d'autorité. Chaque parole non tenue affaiblit ton énergie. Chaque promesse vide érode ta crédibilité. Et quand les gens cessent de croire en toi, tu commences à douter de toi-même. Tenir ce que tu dis, même dans les plus petites choses, reconstruit ce pouvoir perdu. Tu deviens plus stable, plus respecté et plus conscient de ta force. Ce n'est pas une question de taille, mais de cohérence. Si tu dis que tu vas être là, tu y es. Si tu dis que tu vas faire quelque chose, tu le fais. Cette constance est ce qui fait la différence entre les hommes qui inspirent et ceux qui parlent seulement. Commence aujourd'hui avec tes propres promesses. Respecte tes routines, tes objectifs, tes limites. Ne promets pas ce que tu n'es pas prêt à tenir. Apprends à parler moins et à agir plus. L'action est le langage du respect. Chaque fois que tu tiens ta parole, tu renforces ta réputation, mais aussi ton esprit. Car le véritable pouvoir n'est pas de convaincre les autres, mais de te prouver à toi-même que ta voix compte. Et quand un homme atteint ce point, sa présence change. Il n'a plus besoin de parler beaucoup parce que tout le monde sait que s'il l'a dit, il le fera. 8. Ne cherche pas la validation. L'homme qui vit en attente d'être approuvé est condamné à être esclave de l'opinion des autres. Chercher la validation est comme essayer de remplir un verre avec un fond cassé. Peu importe combien tu verses, il finira toujours vide. La validation externe est une drogue silencieuse. Au début, elle semble inoffensive, mais elle devient rapidement une nécessité. L'esprit commence à dépendre de l'approbation des autres pour se sentir suffisant. Et la valeur personnelle cesse d'être interne pour devenir quelque chose de négociable. Arrêter de chercher la validation ne signifie pas devenir indifférent, c'est retrouver ton centre. C'est comprendre que les applaudissements ne te rendent pas plus grand et que la critique ne te rend pas plus petit. Ce qui te définit, ce ne sont pas les opinions, mais la cohérence entre ce que tu penses, dis et fais. Le problème est que beaucoup d'hommes sont pris au piège dans un jeu invisible, voulant être vus, admirés ou reconnus, oubliant que la véritable force n'a pas besoin de témoins. Quand tu fais quelque chose juste pour être approuvé, tu donnes ton pouvoir à celui qui te juge. Ne pas chercher la validation est un acte de liberté. Cela signifie que tes décisions ne dépendent plus du « qu'en dira-t-on », que tu n'as pas besoin de montrer tes réussites pour te sentir précieux, que tu te moques de savoir si on te comprend ou non. Cette indépendance émotionnelle est ce qui sépare l'homme mature de celui qui cherche encore à être accepté. Les femmes perçoivent cette différence clairement. Elles sont attirées par celui qui ne demande pas la permission d'être qui il est, par celui qui ne s'explique pas, par celui qui ne s'excuse pas pour son authenticité. Chaque fois que tu cherches la validation, tu cèdes ton pouvoir. Tu dis au monde que ta valeur dépend de son regard. Et quand tu fais ça, tu perds le contrôle sur toi-même. La validation devient une forme de faiblesse déguisée en besoin affectif. C'est pourquoi un homme avec une véritable présence ne cherche pas à attirer l'attention. Il la provoque sans la chercher. Son focus est sur ce qu'il construit, pas sur ce que les autres pensent de sa construction. L'indépendance émotionnelle ne se gagne pas du jour au lendemain. Elle se cultive en affrontant la peur du rejet, en apprenant à être en paix avec le désaccord, en acceptant que tout le monde ne te comprendra pas ni ne te soutiendra. Mais quand tu y arrives, quelque chose change en toi. Tu commences à bouger avec plus de fermeté, tes mots ont plus de poids, ton regard plus de confiance. La validation devient sans importance, parce que tu as déjà quelque chose que peu de gens possèdent, la certitude. Pratique cela au quotidien. Ne cherche pas les likes, cherche l'impact. Ne mesure pas ta valeur par l'attention, mais par la cohérence. Ne te rabaisse pas pour plaire. Si tu te respectes, tu attireras le respect. Si tu restes ferme, tu projetteras la force. La validation perd de son pouvoir quand tu cesses d'en avoir besoin. Et à ce moment-là, tu deviens quelqu'un qui ne dépend pas des autres pour briller. La lumière intérieure se voit, elle ne se demande pas. C'est l'essence d'un homme avec une véritable présence. 9.
Projette une présence. Il y a des personnes qui entrent dans une pièce et semblent l'occuper entièrement sans dire un mot. Ce n'est pas leur physique ou leur voix qui impose, c'est l'énergie qu'ils transmettent. La présence ne se crie pas, elle se ressent. C'est le résultat de la connexion totale entre le corps, l'esprit et l'attitude. Quand tu es vraiment présent, l'environnement répond. Les regards se tournent vers toi, non pas parce que tu essaies d'attirer l'attention, mais parce que ton énergie ne se disperse pas. La plupart des gens vivent avec l'esprit ailleurs, inquiet, distrait, absent. Un homme avec une présence ne se perd pas dans ses pensées. Il est ici, maintenant, conscient de chaque geste, chaque mot et chaque silence. Projeter une présence signifie dominer l'espace sans effort. C'est regarder dans les yeux sans insécurité, marcher avec détermination, parler avec intention. Il ne s'agit pas de feindre la confiance, mais de la construire de l'intérieur. Chaque action reflète la relation que tu as avec toi-même. Si tu te respectes, le monde le remarque. Si tu es en paix, les autres le ressentent. La présence est une vibration qui se génère lorsque l'esprit cesse de vagabonder et que le corps s'aligne avec l'intention. Un homme avec une présence ne se déplace pas rapidement, il se déplace avec un but. Il ne parle pas trop, mais chaque mot qu'il prononce a du poids. Il ne cherche pas à être le centre, mais il l'est inévitablement, parce qu'il transmet une solidité. La présence authentique naît du calme et de la maîtrise intérieure, non de l'ego. Celui qui cherche à se distinguer par le désespoir devient bruyant, mais celui qui maîtrise son énergie n'a pas besoin de s'imposer. Le pouvoir le plus réel est celui qui ne s'annonce pas. Projeter une présence signifie aussi avoir une clarté émotionnelle. Tu ne laisses pas tes pensées t'emporter ni tes émotions te contrôler. Tu es attentif à ce qui se passe, mais tu ne te laisses pas consumer par cela. Les femmes perçoivent cela comme de la stabilité, les hommes comme du respect. Être présent te donne le contrôle sur le moment, te rend plus conscient de ton environnement, et cette attention te permet d'agir avec précision plutôt que de réagir impulsivement. La pratique est simple, mais elle nécessite de la discipline. Commence par corriger ta posture, maintenir le contact visuel, réduire les mouvements inutiles et contrôler le ton de ta voix. Parle lentement mais avec assurance. Observe avant d'agir, écoute avant de répondre. Tout cela entraîne ton énergie pour que le monde te perçoive comme quelqu'un de centré et de fiable. La présence n'est pas une apparence, c'est un état d'esprit. Chaque fois que tu réussis à projeter une présence, tu remarqueras comment les gens changent leur comportement envers toi. Ils écoutent plus, respectent plus et font plus confiance. Non pas parce que tu es supérieur, mais parce que ton énergie communique l'ordre, la cohérence et le pouvoir intérieur. C'est l'essence d'un homme avec une présence. Il ne rivalise pas, il ne poursuit pas, il ne prétend pas. Il est simplement là, et cela suffit pour se faire remarquer. 10. Priorise ta mission. Il y a des chemins qui disparaissent parce que ceux qui les parcourent t'ont oublié où ils allaient. La mission personnelle est ce phare qui maintient ton cap quand le brouillard du monde essaie de te confondre. Prioriser ta mission signifie mettre au centre de ta vie ce qui donne un sens à tout le reste. Quand un homme vit sans direction, n'importe quelle distraction le dévie. Mais quand son but est clair, aucune tentation ne parvient à lui faire perdre sa concentration. Le véritable attrait vient de cette concentration, de cette intensité que l'on ressent chez quelqu'un qui ne s'arrête pas à mi-chemin pour chercher l'approbation. La société t'apprendra à poursuivre tout, sauf ta mission. On te dira de chercher le confort, la validation, la reconnaissance ou le plaisir. Mais rien de tout cela ne comble le vide, laissé par l'absence d'un véritable but. Celui qui ne sait pas pourquoi il fait les choses finit par faire ce que les autres veulent. En revanche, l'homme qui vit pour quelque chose de plus grand que lui-même dégage une énergie différente. Il devient discipliné, cohérent et magnétique. Son regard ne se perd pas, sa voix ne tremble pas, sa direction ne dépend pas des applaudissements. Cette conviction est celle qui génère le respect et l'admiration sans le demander. Prioriser ta mission implique aussi de renoncer. Cela signifie dire non à ce qui te distrait, à ce qui vole ton temps et à ce qui te détourne de ton chemin. Tout ce qui semble important ne l'est pas. Toute compagnie n'apporte pas, toute opportunité ne vaut pas ton attention.
La force n'est pas dans le fait de faire plus, mais dans le fait de savoir quoi ignorer. Chaque fois que tu choisis de te concentrer sur l'essentiel, tu renforces ta mentalité, tu augmentes ta valeur et tu te rapproches un pas de plus de ce qui compte vraiment. Un homme avec une mission a une direction si claire que rien d'extérieur ne le déséquilibre. Il peut aimer, partager et profiter, mais il n'oublie jamais son centre. Son but ne rivalise pas avec ses émotions, il les ordonne. Il ne laisse pas une relation, un échec ou une critique définir son chemin, parce qu'il sait que tout cela passe, mais sa mission reste. Et cette stabilité est ce qui le distingue de ceux qui se brisent à la première difficulté. Pour vivre ainsi, tu as besoin d'engagement et de patience. Il ne suffit pas d'avoir des rêves, il faut les transformer en une cause. Et quand ta vie devient une cause, ton énergie change. Tu deviens plus sélectif avec tes mots, tes habitudes et tes relations. La mission te donne une identité, te donne de la force et te donne de la clarté. Elle te rend plus attrayant, non pas pour ce que tu as, mais pour ce que tu représentes. Prioriser ta mission ne t'éloigne pas du monde, elle t'aligne avec lui. Tu arrêtes de te disperser dans le trivial et commences à avancer avec un but. Les femmes le ressentent, l'environnement le remarque et ton esprit te remercie. Parce que celui qui vit de sa mission n'a pas besoin de poursuivre quoi que ce soit. Il continue simplement à avancer, fermement, sachant que tout ce qui vaut la peine sera trouvé sur son chemin.